Nous accueillons Aylon Levy, ex-porte-parole national israélien, et Ruthie Bloom. Ancienne conseillère de Netanyahou, elle co-anime le podcast Israël un diplomatique sur Jewish News Syndicate Télévision. Bienvenue à vous deux. Merci de nous rejoindre. Ruthie, vous avez entendu ce reportage d'Alex Salvi en direct d'Israël. Quel est votre niveau d'optimisme sur l'accord? Comme tous les Israéliens, je prie pour que cela aboutisse. Vous savez, le Hamas est une organisation monstrueuse. On ne peut jamais lui faire confiance. Et dès qu'il voit l'occasion de dire attendez, 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 ça dépend. On en rendra autant si vous faites cela. Je ne qualifie pas cet accord de paix, désolé, malgré sa beauté. Utiliser le mot paix dans ce contexte est vraiment cynique, ce n'est pas la paix. Quoi qu'il arrive avec le Hamas, ce sera peut-être la fin de cette guerre, espérons-le, une victoire sur le Hamas, mais pas la paix. Et peut-être qu'avec les nations arabes qui s'assoient avec Trump et essaient de faire pression sur le Hamas, il y aura une sorte, disons, d'élargissement des accords d'Abraham. Mais il faut se rappeler que le Qatar et la Turquie sont tous deux pro-Hamas. J'ai des doutes à ce sujet. En tout cas, le problème ici, la beauté de cet accord, disons-le comme ça, c'est que la responsabilité incombe au Hamas. Le président Trump et le premier ministre Netanyahou s'accordent à dire qu'il faut d'abord libérer les otages avant de négocier le reste. Alors voyons si cela fonctionne. Nous espérons tous que ça marche. Aylon, même avec la possibilité d'une résolution, il est important de ne pas oublier la tragédie du 7 octobre 2023. Ramène-nous à ce jour horrible. Où étais-tu et comment as-tu appris ce qui se passait? Comme beaucoup d'Israéliens, j'ai compris qu'il y avait un problème en étant réveillé par les sirènes de missiles. J'ai dû descendre en courant dans l'abri anti-bombe au sous-sol de mon appartement parce que nous étions sous une attaque de missiles. Le Hamas avait tiré des centaines de missiles sur Israël dans les premières heures. Et il a fallu un certain temps aux Israéliens pour comprendre et saisir l'horreur réelle de ce qui se passait. D'abord, les médias ont rapporté des informations sur des terroristes infiltrant Israël, puis des rapports faisant état de dizaines de morts, puis peut-être de prises d'otages. Et il a fallu des jours pour que le véritable nombre de morts soit révélé. Et aussi le véritable sadisme des atrocités du Hamas. Ils ont torturé des gens. Ils les ont mutilés puis tués, défigurant leur corps et décapitant certains. Ils ont commis les actes de violence sexuelle les plus barbares. Des gens se sont cachés sous des cadavres pour survivre. Le Hamas a enlevé des gens après avoir tenté de les déchiqueter à l'intérieur des abris en béton. C'était un acte de sadisme extrême. Et maintenant, à l'anniversaire du 7 octobre, les Israéliens revivent ce traumatisme et se souviennent de la peur du jour où nous avons été envahis par le Hamas et du jour où il a appelé les autres armées supplétives de l'Iran à travers le Moyen-Orient à rejoindre les combats et à lancer une guerre sur 7 fronts contre Israël. Nous revivons donc ce traumatisme des atrocités sadiques perpétrées par le Hamas et nous espérons que le cauchemar éveillé que le Hamas a déclenché il y a 2 ans touche enfin à sa fin. Oui, Aylon, merci beaucoup d'avoir raconté cela. Ruthie, question similaire pour toi. Où étais-tu ce jour-là? Eh bien, comme Aylon, j'ai été réveillée par les sirènes. En fait, Aylon et moi habitons très près l'un de l'autre et tout près de la place que vous venez de montrer dans votre reportage. Pas les otages, la place d'Isengalf. Et j'ai été réveillée. Et encore une fois, nous avons l'habitude d'avoir des affrontements périodiques avec le Hamas, avec des missiles qui volent. J'ai pensé, oh non, ça recommence comme en 2021 quand le Hamas nous avait attaqués. Aucun d'entre nous n'avait réalisé au tout début que c'était l'une des pires atrocités jamais commises. Je peux vous dire que mon fils a soudainement mis son uniforme et est parti dans le sud. Il n'avait même pas été appelé dans la réserve, mais il a mis son uniforme et il est allé à son unité. C'était pareil pour mon gendre. Plus tard, je leur ai demandé, comment saviez-vous qu'il fallait faire ça sans être appelé dans la réserve? Et mon fils a dit, nous nous étions entraînés pour ça. Il a vu les pick-up blancs et les motos sur lesquelles le Hamas roulait. Nous avons vu cela à la télévision parce que le Hamas se filmait en train de commettre ces atrocités.
Et donc, je dois dire que lorsque tout cela sera terminé et qu'il y aura une enquête, nous aimerions tous savoir comment il est possible qu'il se soit entraîné pour quelque chose comme ça. Et nous avons été tellement surpris que l'armée n'est pas arrivée pendant des heures et des heures pour secourir ces personnes dans les kibbutzim le long de la frontière de Gaza. Eh bien, nous savons que l'impact du 7 octobre est loin d'être terminé. Aujourd'hui, on estime qu'environ 20 otages vivants restent en captivité, endurant la famine et la torture. Le président Trump reste confiant quant à leur libération. Ils se battent pour un plan depuis des années. Nous récupérons les otages presque immédiatement. Les négociations sont en cours en ce moment. Nous prendrons probablement quelques jours. Et les gens en sont très heureux. Eylon, beaucoup ont confiance en le président Trump, mais as-tu confiance en connaissant les jeux mortels auxquels se livre le Hamas? Je ne serais pas surpris que le Hamas ait un sale tour dans sa manche et nous force à retourner dans cette guerre. Le Hamas ne souhaite pas arrêter la guerre. Et soyons clairs, le plan de paix du président Trump exclut le Hamas. Ce plan est un plan pour que le Hamas accepte la défaite. Le Hamas, actuellement en Égypte, négocie les conditions de sa reddition et de son démantèlement. Donc, tout dépendra du maintien de la pression internationale sur le Hamas et de la volonté de ses soutiens étatiques, en particulier le Qatar et la Turquie, qui l'ont encouragé tout au long de cette guerre à vraiment mettre le holà et à dire que la partie est terminée. Vous devez libérer les otages. Vous devez abandonner le pouvoir et déposer les armes. Cela dépend d'eux. Et s'ils ne peuvent pas permettre au Hamas d'échapper à la fin de la guerre, il faut exercer une pression sur eux pour qu'ils fassent pression sur le Hamas afin qu'il accepte la défaite et que nous puissions tourner la page de cette guerre. Ruti, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je suis curieuse d'avoir ton point de vue ici. Nous apprenons une évolution majeure. Plusieurs groupes de milices armés à Gaza se sont séparés du Hamas et soutiennent désormais publiquement le plan du président Trump. Quelle est ta réaction à cela? Eh bien, c'est un très bon signe. Et nous espérons vraiment que l'une des choses qui va se produire, c'est que le Hamas soit renversé de l'intérieur. Et pas seulement sous la pression du président Trump et du premier ministre Netanyahou, etc. Mais vous savez, il faut comprendre que beaucoup de ces groupes aussi, je ne veux pas vous décevoir, mais beaucoup de ces groupes armés sont des milices qui, même si elles sont contre le Hamas, ne sont certainement pas pro-occidentales ou pro-israéliennes. C'est vrai. Merci pour cette clarification et encore une fois, merci à vous deux de nous avoir rejoints aujourd'hui. Eylon Levy, Ruti Bloom, merci. Merci, Kachan.